En tant que médecin, j'ai été choquée de découvrir que le premier symptôme du rétablissement d'un deuil profond est précisément son aggravation initiale. Et cela est particulièrement vrai pour les familles confrontées à des conflits générationnels après 60 ans. C'est un mardi matin, lors d'une consultation pour dépression familiale, que j'ai remarqué un schéma inquiétant. La famille Silva est arrivée à mon cabinet dans un silence complet. 3 générations partageaient le même toit, mais vivaient comme des étrangers. Les grands-parents de 65 ans se sentaient invisibles. Les enfants adultes étaient engagés dans une course contre la montre, et les petits-enfants adolescents semblaient habiter une autre planète. Ce qui m'a le plus frappé, c'est ce que Donna Maria, la matriarche, a dit en murmurant, les yeux pleins de larmes. « Docteur, plus j'essaie de me rapprocher de ma famille, plus je me sens distante. C'est comme si ma tristesse était contagieuse et éloignait tout le monde. » À ce moment-là, j'ai compris quelque chose qui allait changer à jamais ma façon d'appréhender la tristesse chez les personnes âgées. Les neurosciences de la tristesse révèlent que lorsqu'une personne de plus de 60 ans décide de rompre le cycle de l'isolement émotionnel, le cerveau résiste initialement au changement par ce que l'on appelle l'effet rebond de la mélancolie. Cela signifie qu'au début de toute tentative de reconnexion familiale, la tristesse non seulement persiste, mais s'intensifie. C'est comme si des décennies de silence émotionnel avaient créé une barrière invisible qu'il fallait surmonter grâce à des techniques très spécifiques. En observant des centaines de familles en conflit générationnel, j'ai découvert qu'il existe un protocole domestique simple qui accélère ce voyage douloureux, transformant l'aggravation initiale de la tristesse en carburant pour une vraie joie. Donna Maria et sa famille ont appliqué ce protocole pendant seulement 21 jours. Les résultats m'ont enthousiasmée. Pour la première fois depuis des années, j'ai vu 3 générations assises à la même table, non par obligation, mais par choix. Les petits-enfants ont demandé des anecdotes du passé. Les enfants adultes ont demandé des conseils. Et les grands-parents se sont enfin sentis à nouveau utiles et aimés. Si vous avez plus de 60 ans et que vous avez l'impression que votre famille vit sous le même toit, mais dans des mondes différents, si le sentiment d'abandon émotionnel grandit à chaque dîner silencieux, si vous avez essayé de vous rapprocher de vos proches, mais que la tristesse n'a fait qu'augmenter, alors vous devez connaître ce protocole qui peut sauver les relations les plus importantes de votre vie. Tapez « Oui » maintenant si vous reconnaissez cette douleur dans votre vie, car chaque jour que vous passez à essayer de vous connecter de la mauvaise manière construit des murs encore plus hauts entre vous et les personnes que vous aimez le plus. La famille Silva est venue me voir dans une situation que j'avais déjà vue des dizaines de fois, mais qui me brisait encore le cœur. Donna Maria, 65 ans, veuve depuis 2 ans, avait emménagé chez son fils aîné, après avoir perdu l'appartement où elle avait vécu 30 ans avec son mari. Ce qui semblait être la solution idéale sur le papier s'est transformé en un cauchemar silencieux. La maison comptait 4 chambres, une cuisine spacieuse et un grand salon. Mais Donna Maria se sentait plus seule que lorsqu'elle vivait seule. Ses journées commençaient à 5 heures du matin, se levant pour ne pas perturber la routine familiale. Elle s'asseyait dans la cuisine, buvant son café en silence, écoutant le bruit de ses petits-enfants se préparant pour l'école, de son gendre partant au travail, de sa belle-fille s'activant à ses tâches ménagères. Elle essayait d'aider, mais elle entendait sans cesse des phrases comme « Laisse-moi faire, maman. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Tu as déjà accompli beaucoup de choses dans la vie. » Ces phrases affectueuses, sans qu'elle s'en rende compte, la faisaient se sentir de plus en plus inutile, comme un meuble ancien que tout le monde respecte, mais que personne n'utilise. Pendant 3 mois, Donna Maria a essayé diverses stratégies pour renouer avec sa famille. Elle a proposé de cuisiner des repas spéciaux, mais sa belle-fille avait déjà planifié le menu de la semaine. Elle a essayé de parler des problèmes de ses petits-enfants, mais ils répondaient par monosyllabes, les yeux rivés sur leur téléphone. Elle a suggéré des sorties le week-end, mais il y avait toujours des engagements, des jeux et des retrouvailles entre amis. Le pire moment s'est produit un vendredi soir. Donna Maria avait passé la journée entière à préparer des brigadeiros pour l'anniversaire de son plus jeune petit-fils, selon la recette spéciale qui avait fait fureur quand ses enfants étaient plus jeunes.
À son retour, la famille avait apporté un gâteau commandé à la boulangerie. Ces brigadeiros étaient restés oubliés sur la table de la cuisine. Cette nuit-là, elle pleura pour la première fois depuis son emménagement. Ce n'était pas seulement de la tristesse, c'était le sentiment terrifiant d'être devenue transparente au sein de sa propre famille. Chaque tentative de rapprochement semblait créer davantage de distance. Chaque geste d'affection était accueilli poliment, mais sans réciprocité. C'est alors que sa belle-fille, au cours d'une conversation sincère, lui a suggéré de consulter un professionnel. « Maman, tu sembles plus triste chaque jour. Peut-être que parler à quelqu'un pourrait t'aider. » Ces mots étaient prononcés avec amour, mais Maria comprenait le message sous-jacent. Elle devenait un problème que la famille ne savait pas comment résoudre. Lors de notre premier rendez-vous, Madame Maria m'a dit une chose que je n'ai jamais oubliée. « Docteur, je préfère vivre seule et m'ennuyer de ma famille plutôt que de vivre avec elle et de me sentir étrangère. » À ce moment-là, j'ai réalisé que je n'étais pas seulement confrontée à un deuil individuel, mais à un système familial tout entier qui avait perdu la capacité de se connecter émotionnellement entre les générations. Ce que Donna Maria ne savait pas, c'est que sa tristesse croissante n'était pas un signe d'échec, mais le premier symptôme que quelque chose de profond était sur le point de changer. Le protocole qui a complètement transformé la dynamique familiale Silva a débuté par une découverte surprenante. Des études sur le vieillissement émotionnel montrent que lorsque nous tentons de renforcer les liens familiaux par des gestes grandioses, comme préparer des repas spéciaux ou organiser des événements, nous activons ce que les neurosciences appellent le mode de performance affective. Cela signifie que la famille perçoit inconsciemment que nous essayons de gagner son amour, ce qui crée un malaise et, paradoxalement, un éloignement accru. C'est comme si nous crions « aime-moi » sans utiliser de mots, ce qui effraie les gens, en particulier les jeunes générations qui subissent déjà leur propre pression. La première technique que j'ai enseignée à Donna Maria semblait contre-intuitive. Je l'ai appelée « présence invisible intentionnelle ». Pendant une semaine entière, elle devait cesser complètement de s'intégrer aux activités familiales. Interdire de proposer de la nourriture, de suggérer des sorties, de s'enquérir des problèmes de chacun ou d'essayer de résoudre des situations. Les 3 premiers jours, Donna Maria m'a appelée, désespérée. « Docteur, tout empire, ils ne se rendent même pas compte que j'existe. » La journée d'hier s'est écoulée sans que personne ne m'adresse la parole. Juste un bonjour au petit déjeuner. Je lui ai expliqué que c'était exactement la réaction attendue. Sa tristesse grandissait, car elle voyait enfin la réalité sans le filtre de tentatives désespérées de connexion. Ce que Donna Maria ignorait, c'est que sa famille commençait elle aussi à ressentir quelque chose d'étrange. Quand on cesse d'attirer l'attention sur sa tristesse par des actions exagérées, notre entourage commence à ressentir inconsciemment notre absence émotionnelle. C'est comme si un son ambiant dont ils ignoraient l'existence s'était arrêté. Le 4e jour, un événement magique s'est produit. Son plus jeune petit-fils, âgé de 14 ans, est rentré de l'école et lui a demandé « Grand-mère, ça va? Tu as l'air un peu calme ces derniers temps. » C'était la première fois depuis des mois que quelqu'un lui posait une question sincère sur son état émotionnel, sans que ce soit une réponse polie et automatique. La deuxième technique que j'ai introduite était la cartographie émotionnelle silencieuse. Pendant une semaine, on a demandé à Maria d'observer et de consigner les moments précis où chaque membre de la famille manifestait une vulnérabilité émotionnelle, sans toutefois tenter d'intervenir ni d'aider. Elle se contentait d'observer et de consigner. Elle découvrait des choses fascinantes. Sa belle-fille était toujours plus sensible le mardi après les réunions de travail. Son gendre parlait tout seul en faisant la vaisselle, se plaignant sans cesse des embouteillages, mais révélant des inquiétudes plus profondes. Son petit-fils aîné faisait semblant d'aller bien, mais elle remarquait qu'il mangeait toujours plus de sucreries lorsqu'il était anxieux à l'approche des examens. En observant des centaines de personnes âgées souffrant de dépression familiale, j'ai appris que la solitude à la maison est plus douloureuse que la solitude physique, car elle engendre une attente frustrée de connexion. En cessant de forcer cette connexion et en commençant simplement à observer, nous créons un espace où les gens viennent naturellement à nous. À la fin de la 2e semaine, Donna Maria avait parfaitement cerné les rythmes émotionnels de la maison. Plus important encore, sa tristesse, initialement intense,
commençait à se transformer. Elle ne cherchait plus désespérément de l'attention. Elle commençait à comprendre sa famille comme des individus complexes et non comme un public pour son rôle de grand-mère parfaite. La troisième technique, qui a complètement transformé la relation de Maria avec sa famille, est ce que j'appelle l'offre émotionnelle ciblée. Après 2 semaines d'observation des schémas de vulnérabilité de chaque personne, elle a appris à offrir son soutien au moment précis où il serait le plus apprécié, en utilisant le langage émotionnel propre à chacun. Le premier mardi où elle a appliqué cette technique, Maria a attendu que sa belle-fille rentre du travail avec cette expression fatiguée typique après une réunion. Au lieu de lui demander « Comment s'est passée ta journée ?» ou de lui proposer un encas, elle a simplement dit « J'ai préparé une tisane à la camomille et je l'ai laissée sur la table de la cuisine, si tu veux. » Rien de plus. Pas besoin de conversation, pas besoin de remerciements. Le résultat fut immédiat. La belle-fille non seulement but le thé, mais resta aussi 20 minutes en cuisine et, pour la première fois depuis des mois, partagea spontanément ses frustrations au travail. Donna Maria écouta simplement, sans donner de conseils ni comparer ses propres expériences, se contentant de valider par des expressions faciales et de petits gestes de compréhension. Son petit-fils étant anxieux, elle a appliqué une variante de cette technique. Au lieu de lui poser des questions sur les examens ou de lui proposer de l'aider dans ses études, elle a commencé à laisser de petits mots de motivation dans ses cahiers. Des phrases simples comme « Tu es plus fort que tu ne le penses » ou « Chaque effort compte », même lorsqu'il semble invisible. Son gendre était le plus difficile. Les hommes d'une quarantaine d'années, surtout ceux qui subviennent aux besoins de leur famille, acceptent rarement un soutien émotionnel direct. Donna Maria a découvert qu'il se confiait lorsqu'il effectuait des tâches pratiques. Elle a donc commencé à apparaître dans le garage lorsqu'il travaillait sur la voiture, non pas pour discuter, mais pour observer et poser des questions techniques. La quatrième technique était révolutionnaire, le partage stratégique de la fragilité. Lors de notre consultation, j'ai expliqué à Maria que l'une des raisons pour lesquelles les familles s'éloignent des personnes âgées est la peur inconsciente de leur propre mortalité. Considérer nos parents ou nos grands-parents comme des personnes fragiles nécessitant des soins nous rappelle que nous aussi vieillirons. La solution n'est pas de faire semblant d'être plus jeune, mais de montrer que fragilité et force peuvent coexister. Donna Maria a commencé à partager ses difficultés avec honnêteté, tout en expliquant comment elle y faisait face. Au lieu de cacher ses maux de dos, elle disait « J'ai mal au dos aujourd'hui, alors je vais faire mes étirements spéciaux avant le déjeuner. » L'impact fut surprenant. Les petits-enfants commencèrent à s'intéresser aux étirements. La belle-fille s'intéressa aux techniques de soulagement de la douleur que Donna Maria avait apprises au fil des ans. Son gendre, qui avait toujours évité de parler de santé, commença à évoquer ses propres douleurs musculaires liées au travail. La cinquième technique était le rituel de gratitude inversé. Au lieu d'attendre que sa famille lui soit reconnaissante pour ses actes, Donna Maria commença à exprimer sa gratitude pour les petits gestes qu'il lui rendait, même les plus automatiques. Lorsque son gendre laissa le journal sur la table après l'avoir lu, elle le remercia d'avoir pensé qu'elle pourrait l'apprécier aussi. Lorsque ses petits-enfants rangèrent la vaisselle, elle les remercia de leur aide pour maintenir la maison en ordre. Ce changement de perspective a créé un cycle positif de reconnaissance mutuelle. Les personnes ont commencé à considérer leurs propres actions comme des gestes d'attention, plutôt que comme des obligations automatiques. Les patients qui ont surmonté l'abandon rapportent que cette technique spécifique a été celle qui a le plus rapidement transformé l'atmosphère émotionnelle de leur foyer. À la fin du premier mois, Donna Maria n'était plus la grand-mère cherchant désespérément sa place au sein de la famille. Elle était devenue une présence stable, accueillante et essentielle dans la dynamique familiale. La sixième technique qui a mené à la transformation de Maria est ce que j'appelle l'héritage émotionnel actif. Nombre de personnes âgées sont prisonnières de l'idée que leurs valeurs résident dans le passé, dans les histoires qu'elles ont vécues, dans les expériences qu'elles ont accumulées. Mais les jeunes générations ne se connectent pas à la nostalgie. Elles se connectent à la pertinence du présent. Donna Maria a appris à transformer sa sagesse en conseils pratiques
pour faire face aux difficultés actuelles de la famille. Lorsque son petit-fils aîné s'inquiétait du choix d'une université, elle ne lui racontait pas comment les choses étaient différentes à l'époque. Elle partageait plutôt les critères sur lesquels elle s'appuyait pour prendre des décisions difficiles, transformant son expérience en outil utile pour le présent. « Quand je ne sais pas quoi décider, » expliquait-elle à son petit-fils, « j'imagine ce que je ressentirais dans 5 ans si je choisissais chaque option. L'important n'est pas de savoir si c'est bien ou mal, mais de savoir avec quel choix je pourrais dormir tranquille. » Son petit-fils non seulement l'écoutait, mais commençait à appliquer cette méthode à ses propres décisions. La 7e technique était le miroir émotionnel générationnel. Donna Maria a découvert que chaque membre de la famille était confronté à des versions différentes des mêmes peurs universelles: l'abandon, l'inadéquation, la peur de l'avenir. Au lieu de minimiser les problèmes de la jeune famille en les comparant aux siens, elle a commencé à valider ses sentiments en montrant comment elle aussi avait été confrontée à des peurs similaires. Quand sa belle-fille se sentait débordée par le travail et la maison, Donna Maria ne lui disait pas « Imaginez quand j'élevais 5 enfants toute seule ». Elle disait plutôt « Je reconnais ce sentiment d'avoir 1000 responsabilités et de ne pas pouvoir tout gérer. C'est épuisant d'avoir l'impression de ne rien faire correctement, même en faisant de gros efforts. » La 8e technique, et la plus puissante, était le cercle des besoins mutuels. Lors d'une conversation familiale, Donna Maria a fait quelque chose qui a changé à jamais la dynamique du foyer. Elle a demandé de l'aide de manière précise et honnête. Non par pitié ou par obligation, mais en fonction des capacités uniques de chacun. Elle a demandé à son petit-fils adolescent de lui apprendre à utiliser certaines applications pour smartphone. Non pas parce qu'elle ne pouvait pas apprendre seule, mais parce qu'il avait une façon didactique d'expliquer les choses qu'elle admirait. Elle a demandé à sa belle-fille de l'aider à réorganiser sa garde-robe, non pas parce qu'elle ne savait pas organiser, mais parce qu'elle respectait son sens esthétique. Ce qui s'est passé a été magique. Chacun s'est senti valorisé pour ses compétences spécifiques, et non par obligation familiale. Lorsque nous demandons de l'aide en fonction de ce que les autres font bien, ils se sentent compétents et importants. Lorsque nous demandons de l'aide par pitié, ils se sentent dépassés et irrités. Après 2 mois d'application de ces 8 techniques, la famille Silva avait été transformée. Les repas étaient l'occasion de conversations authentiques. Les week-ends étaient consacrés à des activités que chacun attendait avec impatience. Donna Maria n'était plus la grand-mère qui vivait à la maison. Elle faisait partie intégrante de la famille. Ce qui me frappe dans ces cas de solitude familiale, c'est la façon dont des changements de comportement apparemment insignifiants peuvent engendrer de profondes transformations relationnelles. Les neurosciences du deuil nous apprennent que le cerveau vieillissant conserve une capacité impressionnante à créer de nouvelles connexions émotionnelles, mais seulement si nous appliquons les bonnes techniques. Inscrivez-vous maintenant et sonnez la cloche, car ce qui vient ensuite pourrait sauver votre vie émotionnelle et transformer vos dernières années en une période de véritable connexion plutôt qu'en un isolement douloureux. 3 mois après la transformation de la famille Silva, j'ai reçu un appel qui m'a profondément bouleversée. C'était Donna Maria, mais sa voix était complètement différente. Ce n'était plus le ton apathique et résigné que je connaissais. Il y avait de l'énergie, de la vie, un but. « Docteur, dit-elle, je dois vous raconter quelque chose qui s'est passé hier. » Sa plus jeune petite fille, âgée de 8 ans seulement, était rentrée de l'école en pleurs parce qu'une camarade lui avait dit qu'elle était laide. Toute la famille essayait de la consoler avec les phrases habituelles. « Tu es belle, ne t'inquiète pas pour ça. Cette fille est juste jalouse. » Mais Donna Maria a fait quelque chose de différent. Elle s'est assise par terre, à la hauteur de sa petite fille, et a dit « Vous savez ce que j'ai appris en 65 ans? On essaie de nous rabaisser seulement quand on se sent petit intérieurement. Cette fille doit traverser une période difficile à la maison pour dire une chose pareille. » La petite fille cessa de pleurer et demanda « Mais grand-mère, comment sais-tu ça ?» Donna Maria répondit « Parce qu'à ton âge, je disais aussi des méchancetés aux autres enfants, toujours quand j'étais triste ou effrayée. » Ce qui s'est passé ensuite a surpris toute la famille. La petite fille a passé l'après-midi à parler à Donna Maria de ses sentiments, de la façon dont on blesse parfois les autres lorsqu'on est intérieurement blessé, de la compassion à avoir, même face à la cruauté. Au dîner,
la petite fille a annoncé que le lendemain, elle demanderait à sa camarade de classe si elle avait besoin d'une amie, au lieu de se fâcher contre elle. Toute la famille a été impressionnée par la maturité émotionnelle qu'une conversation de 20 minutes avec sa grand-mère avait éveillée chez l'enfant. Cet épisode m'a fait prendre conscience d'un point fondamental concernant la valeur des aînés dans les familles modernes. Nous ne sommes pas seulement des dépositaires de souvenirs du passé, nous sommes des traducteurs d'émotions. Nous avons la capacité unique de transformer des expériences douloureuses en sagesse pratique, de transformer la douleur brute de la vie en conseils bienveillants. Les neurosciences des liens générationnels révèlent que les enfants qui grandissent en contact affectif intense avec leurs grands-parents développent une intelligence émotionnelle, une empathie et une résilience psychologique supérieure. Mais cela ne se produit que lorsque les grands-parents assument un rôle de mentor affectif et non d'aidant auxiliaire. Donna Maria avait découvert que sa tristesse initiale n'était pas un signe d'échec, mais un moteur de transformation. Chaque jour passé à se sentir invisible au sein de sa famille avait aiguisé sa capacité d'observation émotionnelle. Chaque moment de rejet lui avait appris la délicatesse des sentiments humains. Aujourd'hui, 6 mois plus tard, Donna Maria est la personne vers laquelle toute la famille se tourne pour obtenir un soutien émotionnel. Non pas parce qu'elle a des réponses toutes faites, mais parce qu'elle sait poser les bonnes questions, écouter sans juger et transformer la confusion en clarté. Partagez ceci avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui, car peut-être traverse-t-il une phase de tristesse croissante sans savoir que c'est en fait le premier signe qu'une transformation profonde est sur le point de se produire. Le protocole complet qui a transformé la vie de la famille Silva comprend des éléments de suivi garantissant que le changement est durable et non une amélioration temporaire. En observant des centaines de familles en conflit générationnel, j'ai constaté que les transformations les plus durables se produisent lorsque nous créons des systèmes de soutien émotionnel. Le premier élément complémentaire est le point émotionnel hebdomadaire. Chaque vendredi soir, la famille Silva consacre 15 minutes à une conversation où chacun partage une chose qui l'a rendu heureux pendant la semaine et une chose qui l'a inquiété. Ce n'est ni une thérapie familiale, ni une réunion de résolution de problèmes, c'est simplement un moment de connexion authentique. Donna Maria coordonne ces moments, non pas en tant qu'autorité, mais en tant que facilitatrice. Elle pose des questions qui aident chacun à mieux s'exprimer, comme « Quand vous avez dit que vous étiez inquiet, qu'avez-vous ressenti concrètement ?» ou « Ce bonheur était-il une surprise ou vous y attendiez-vous ?» Le deuxième élément est le système d'alerte familiale. Chaque membre de la famille a choisi un mot de passe à utiliser lorsqu'il traverse une période émotionnellement difficile et a besoin d'attention et de patience. Le petit-fils adolescent a choisi « brouillard » lorsqu'il est anxieux. La belle-fille a choisi « accablé » lorsqu'elle est au bord du stress. Lorsqu'une personne utilise son mot de passe, le reste de la famille sait qu'il faut revoir ses attentes à la baisse et lui apporter un soutien supplémentaire. Donna Maria a été la première à utiliser son mot de passe. Invisible, un matin où elle s'est réveillée avec ce vieux sentiment de ne pas appartenir à la famille. Au lieu de faire semblant d'aller bien, elle a simplement dit au petit déjeuner « Je me sens invisible aujourd'hui ». La réaction de la famille fut immédiate et pleine d'amour. Le gendre lui demanda si elle voulait parler. La belle-fille lui proposa d'aller se promener ensemble et les petits-enfants la serraient spontanément dans leurs bras. Personne ne chercha à résoudre le problème. Ils se contentèrent de reconnaître sa vulnérabilité et de lui offrir leur présence. Le troisième élément complémentaire est le projet d'héritage familial collaboratif. La famille a commencé à créer un livre de cuisine qui ne se limite pas aux ingrédients et aux instructions de préparation. Chaque recette est accompagnée d'une histoire. Quand elle a été préparée, pour qui, à quelle occasion spéciale et quels souvenirs y sont associés. Donna Maria partage ses recettes traditionnelles et ses anecdotes. Ses petits-enfants participent en photographiant le processus de préparation et en créant des versions modernes de recettes anciennes. Sa belle-fille et son gendre documentent la place de chaque plat dans les traditions familiales actuelles. Le quatrième élément est le protocole familial de crise émotionnelle.
Lorsqu'une personne traverse une période très difficile, deuil, maladie ou problème grave, la famille dispose d'un plan d'action qui garantit que personne ne doit affronter la douleur seul, mais aussi que personne ne se sent dépassé par la résolution de tous les problèmes. Donna Maria assume le rôle de coordinatrice émotionnelle lors de ces crises. Non pas parce qu'elle doit résoudre les problèmes, mais parce qu'elle a la capacité de reconnaître quand quelqu'un fait semblant d'aller bien alors que ce n'est pas le cas, quand quelqu'un se sacrifie trop pour prendre soin des autres, quand la famille a besoin d'aide extérieure. Le 5e élément complémentaire est la célébration des réussites émotionnelles. La famille Silva a pris l'habitude de reconnaître non seulement les réussites pratiques, comme les bonnes notes ou les promotions, mais aussi les réussites émotionnelles. Lorsqu'une personne parvient à exprimer un sentiment difficile, lorsqu'elle demande de l'aide au lieu de souffrir seule, lorsqu'elle fait preuve d'empathie dans une situation difficile. Ces célébrations ne sont pas de grands événements. Ce sont des remerciements simples mais significatifs. « J'ai remarqué ta patience avec ton frère aujourd'hui, malgré ta fatigue. » Ou « C'était courageux de ta part de partager ton anxiété au lieu de la garder pour toi. » Veuillez indiquer maintenant en commentaire laquelle de ces techniques vous aimeriez le plus appliquer à votre famille, car chaque commentaire m'aide à comprendre les plus grandes difficultés émotionnelles auxquelles vous êtes confrontés, et je peux créer un contenu plus spécifique pour vous aider. Aujourd'hui, 1 an après la première consultation, je trouve Madame Maria complètement transformée. Non pas parce qu'elle a rajeuni ou que ses problèmes ont disparu, mais parce qu'elle a découvert quelque chose que beaucoup de personnes âgées ne découvrent pas. Que la tristesse peut se transformer en sagesse, que la solitude peut se transformer en capacité de connexion profonde. Les neurosciences nous apprennent que le cerveau humain conserve sa plasticité émotionnelle jusqu'à la fin de la vie. Cela signifie qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre de nouvelles façons d'interagir, pour développer des compétences émotionnelles que nous ne possédions pas dans notre jeunesse, pour découvrir des objectifs dont nous ignorions l'existence. Aujourd'hui, Donna Maria est sollicitée non seulement par sa propre famille, mais aussi par ses voisins, ses amis de l'Église et les mères des camarades de classe de ses petits-enfants. Elle est devenue la personne vers laquelle les gens se tournent lorsqu'ils ont besoin d'un point de vue différent sur leurs difficultés émotionnelles. Non pas parce qu'elle a des réponses magiques, mais parce qu'elle sait écouter d'une manière qui permet aux gens de se sentir véritablement compris. Ce qui me touche le plus dans son histoire, c'est de réaliser que sa tristesse initiale n'était pas un obstacle à surmonter, mais un outil à perfectionner. Chaque moment de douleur qu'elle a vécu s'est transformé en une capacité à reconnaître la douleur des autres. Chaque rejet lui a appris la délicatesse des sentiments humains. Si votre tristesse s'aggrave, si vous avez l'impression que vos tentatives de renouer avec votre famille ne font qu'aggraver votre isolement, si vous vous réveillez chaque matin avec le sentiment de n'avoir aucune place dans le monde, sachez que ce n'est pas un signe d'échec. C'est le signe que quelque chose de profond se réveille en vous. Vos dernières années ne doivent pas nécessairement être synonymes de déclin émotionnel. Elles peuvent être une période de perfectionnement, de développement de compétences émotionnelles que vous n'aviez pas le temps de cultiver lorsque vous étiez occupé à élever vos enfants, à bâtir votre carrière et à résoudre des problèmes pratiques. La tristesse après 60 ans véhicule un message précis. Elle vous indique que vous avez accumulé une sagesse qui doit trouver de nouveaux moyens d'expression. Elle vous indique que vous avez développé des capacités émotionnelles dont votre famille, vos amis et votre entourage ont besoin, même s'ils l'ignorent encore. Chaque jour où vous avez l'impression de ne plus avoir de raison d'être est un jour où quelqu'un de votre entourage a précisément besoin du soutien émotionnel que seule une personne ayant votre expérience de vie peut vous apporter. Chaque instant où vous vous sentez invisible est une occasion manquée d'être le traducteur émotionnel indispensable à une situation familiale complexe. 3 choses avant de partir. Premièrement, si cette vidéo vous a touché et que vous avez reconnu votre propre douleur dans l'histoire de Donna Maria, n'hésitez pas à l'aimer. Deuxièmement, abonnez-vous. Chaque semaine, je partage des astuces pratiques pour transformer la tristesse après 60 ans en sagesse pratique. Troisièmement, regardez la vidéo suivante qui apparaît à l'écran où je révèle l'erreur émotionnelle que 90% des personnes âgées commettent sans s'en rendre compte et qui aliènent définitivement leur famille.